parallèle, un chercheur, Nicholas Zorn, a récemment étudié pour l'Institut de recherche en économie contemporaine la situation fiscale du 1 % québécois, donc les plus riches de notre société. Il a découvert que la croissance des revenus des particuliers a surtout profité à ce 1 % des contribuables, une croissance 5 fois plus importante que celle du 99 % restant. Et ce 1 % monopolise presque 12 % de tous les revenus. Le chercheur Nicholas Zorn est avec nous pour en discuter. Bonjour, M. Zorn. Bonjour. Donc, votre étude indique que depuis 1985, il y a une hausse importante de la concentration des revenus pour le 1 %, la croissance des revenus des particuliers au Québec qui a presque uniquement profité aux mieux nantis. Comment se fait-il que ce 1 % s'enrichit de façon si rapide? C'est un mouvement qui est présent dans plusieurs pays occidentaux, mais surtout dans les pays anglophones. Et la source de cette hausse particulière des hauts revenus se situe dans les revenus non salariaux, c'est-à-dire les gains de capital et les dividendes corporatifs. Et... Donc, surtout au niveau des gains en capital et des dividendes. Oui, c'est ce qui me tire vers la hausse les hauts revenus. Mais par contre, il faut aussi noter que les salaires ont aussi monté plus significativement que pour le 99 % restant. Et en termes de fiscalité, les baisses d'impôts, est-ce qu'elles profitent davantage à ce 1 %? C'est sûr qu'elle profite au 1 %. Luc Godbout a démontré que les dernières baisses d'impôts ont profité à peu près tout le monde. Par contre, des baisses d'impôts profitent d'une manière plus importante au 1 % parce que les impôts ont un effet de plafonnement des hauts revenus. Et dans ce cas-ci, de 2001 à 2009, l'impôt effectif que le 1 % payait est passé de 36 % à 31 % et lorsqu'on a de l'argent en surplus, qu'on a dépassé en consommation, on le réinvestit, et ce qui peut produire une rente. Et au Québec, qui fait partie de ce 1 %? À partir de quel revenu on fait partie du 1 %? Selon les statistiques fiscales, ce que j'ai calculé, ça se situe autour de 160 000 pour 2009. Et qui en fait partie, ça peut être bien sûr des gens qui travaillent dans la finance, mais également des professeurs d'université bien payés, des vétérinaires, des médecins, des travailleurs professionnels, ceux qui ont une grande éducation. Et le prix à payer, les conséquences finalement pour cette inégalité économique, quelles sont-elles? Il y a beaucoup d'inégalités sociales de santé. Il y a beaucoup d'endettement aussi qui va se produire parce que les gens désirent consommer pour garder leur statut social. Le FMI a aussi démontré que la dernière crise financière pouvait avoir été en bonne partie causée par ces inégalités et qu'en plus, elle mine la croissance économique, ça rend plus instables les économies parce qu'elles investissent davantage en bourse et possiblement en spéculation. Est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent nuire au 1 %? Dans quel sens? Bien, est-ce que certaines de ces conséquences-là, du fait qu'il y a une grande inégalité, peuvent indirectement nuire au 1 %? Vous avez parlé d'instabilité économique. À court terme, oui, parce que les pertes vont être plus fortes au niveau des gains boursiers. Par contre, sur le long terme, une fois que la première année est passée, elle se rattrape très facilement. Si on regarde aux États-Unis, la première année de reprise économique, 93 % de tous les gains de croissance sont allés au 1 % le plus riche. Et c'est principalement à cause de la finance. Donc, il faudrait quoi? Augmenter le taux d'imposition? Il faudrait augmenter le taux d'imposition marginal et il faudrait aussi non seulement le faire sur les revenus, mais également sur les gains de capital et en particulier les dividendes corporatifs. Ceux-ci, de 2001 à 2009, ont augmenté de 10 % par année. Les gains de capital ont augmenté de 9 % par année. Et si on n'augmente pas l'impôt sur les revenus, c'est possible qu'ils transfèrent ces revenus-là vers les gains de capital. Merci, M. Zorn. Merci.